Et je poursuis sur le bilan de cette session parlementaire, mais cette fois avec la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Esther. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Ça va plaisir. Ça a été une session vraiment chargée pour vous. Bon, il y a eu les dossiers de l'Ukraine, Haïti. Vous avez aussi dévoilé la stratégie Indo-Pacifique de votre gouvernement. Évidemment, c'était très attendu que cette stratégie. On va justement commencer par ça. Stratégie qui a été saluée par plusieurs, mais quand même, il y a eu des critiques, notamment que ça manquait de clarté, que ça manquait d'étapes précises pour sa mise en place, sa mise en œuvre. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Je pense que pour la première fois, le Canada se dote d'une politique étrangère qui vise à vraiment être un partenaire fiable en Indo-Pacifique, donc en Asie. C'est la première fois en 25 ans qu'il y a une politique étrangère même qui est publiée par le gouvernement du Canada. Et donc, on arrive avec une approche qui est très claire et aussi qui est soutenue par un investissement de 2,3 milliards de dollars. Maintenant, je comprends qu'il y a peu eu de critiques et en fait, ça crée somme toute l'unanimité, ce qui est une très bonne chose parce que le but, lorsque viennent les dossiers d'affaires étrangères, c'est qu'on ne politise pas trop la question, mais très certainement, j'entends le message à l'effet qu'on doit accélérer la mise en œuvre et très certainement, nous allons avoir un plan pour assurer la mise en œuvre de la stratégie Indo-Pacifique. Donc, il va venir sous peu. Évidemment, ce qu'on en retient aussi de cette stratégie, c'est que le Canada hausse le ton face à la Chine, alors qu'il n'y a pas si longtemps, le premier ministre Trudeau envisageait même négocier un accord de libre-échange avec la Chine. Alors, à partir de maintenant, comment vous voyez la relation du Canada avec la Chine? Mais au niveau de la Chine, on l'a mentionné, la Chine est une puissance mondiale perturbatrice. De plus en plus, elle a des intérêts qui sont moins alignés avec les nôtres. Et c'est un pays qui, somme toute, tente de faire, tantôt de transformer les règles internationales ou ne pas nécessairement les suivre pour ses propres intérêts. Et donc ça crée beaucoup d'instabilité mondiale. Pourquoi? Parce que les normes internationales qui ont été mises en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ont assuré une forme de stabilité internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et plus on s'en éloigne, plus on se retrouve à créer cette instabilité. C'est pourquoi, dans le fond, il y a eu autant de pays qui ont dénoncé la guerre en Ukraine, l'invasion, en fait, par la Russie de l'Ukraine, qui allait clairement à l'encontre des normes internationales. Mais c'est pourquoi aussi on lance un message clair à la Chine. En même temps, ce qu'on veut faire avec la Chine, c'est aussi de pouvoir s'engager diplomatiquement, être en mesure d'avoir des conversations parfois difficiles, mais parfois aussi basées sur des objectifs communs, comme c'est le cas à la COP 15 présentement au moment où on se parle, où il y a des négociations sur la protection de la biodiversité et où la Chine préside la COP et nous sommes l'hôte comme pays de la conférence. Parce que vous avez dit justement que vous espériez continuer à avoir de la collaboration avec la Chine de certains dossiers, sur certains dossiers, notamment celui de la lutte au changement climatique. Avec tout ce qui s'est passé quand même en marge du sommet du G20 entre le président Xi et M. Trudeau, est-ce que vous pensez que le Canada peut encore espérer de la collaboration de la part de la Chine? Bien, au moment où on se parle, ça se passe à Montréal. Notre collègue Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, est en contact quotidien avec son homologue chinois. Donc, on est capable de travailler ensemble, certainement lorsque vient la question de la biodiversité, certainement lorsque vient la question de prévenir les futures pandémies ou encore tout ce qui est en lien avec la gestion des menaces nucléaires et le fait que, justement, on puisse contrer toute forme de tension liée à l'utilisation des armes nucléaires, particulièrement dans la région, alors qu'on sait que la Corée du Nord, peu à peu, augmente la fréquence de ses essais nucléaires. Ouais. Dans le dossier de la guerre en Ukraine maintenant, ça fait presque 10 mois que la Russie a envahi l'Ukraine. L'hiver s'est installé là-bas. L'Ukraine vit, on le sait, sous la terreur des drones. Il y a des coupures constantes d'électricité. Le Canada en a déjà quand même fait beaucoup. Est-ce que le Canada prévoit en faire encore plus, davantage? Oui, on va en faire plus. Parce qu'on doit en faire plus et on doit soutenir l'Ukraine tant qu'elle n'a pas gagné. Pourquoi? Parce que si on laisse tomber l'Ukraine, ça veut dire qu'on laisse tomber les principes de droit international qui nous ont protégés depuis les 80 dernières années. Et c'est pourquoi on est si alignés, les États-Unis, l'Europe, les Anglais également, parce qu'on doit lancer un message clair à la communauté internationale et certainement aussi
à la Russie que lorsqu'on viole les principes de la Charte des Nations unies, à ce moment-là, ça ne passe pas. Et donc, on va soutenir les Ukrainiens dans leur bataille qui est existentielle. Donc, vous dites que le Canada va en faire plus. On sait que votre gouvernement a déjà imposé toutes sortes de sanctions contre la Russie, notamment en gelant des avoirs des élites russes, en stoppant des importations, des exportations. Est-ce que ces sanctions canadiennes, vraiment, ça a de l'impact ou si c'est plus symbolique qu'autre chose? Ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact parce qu'on travaille avec les États-Unis, avec l'Europe pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faille dans le système. Notre objectif aussi, c'est de pouvoir éventuellement saisir des actifs des personnes sanctionnées. Vous savez, le Canada est le premier pays du G7 à avoir cette nouvelle législation qui permet non seulement d'imposer des sanctions, mais aussi que lorsqu'on saisit les biens, ils puissent être vendus et par la suite, dans le fond, les ristournes, l'argent obtenu de la vente puisse être redirigé vers les victimes, donc en l'occurrence le peuple ukrainien. Et c'est certainement notre objectif, premièrement, de pouvoir procéder à des saisies de biens, mais deuxièmement aussi d'influencer d'autres pays pour qu'ils suivent notre législation. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'intérêt du côté des Américains, il y a beaucoup d'intérêt du côté de l'Union européenne également. Un mot rapide sur la crise humanitaire qui secoue Haïti. Bon, on sait, il y a les gangs armés, le choléra, il y a la diaspora haïtienne à Montréal qui est très inquiète de ce qui se passe dans le pays. Il y a des pressions pour que le Canada prenne les commandes d'une force d'intervention en Haïti. Est-ce que ça pourrait être envisageable finalement? Mais ce qu'on fait présentement avec Haïti, c'est on prend une nouvelle approche. La nouvelle approche, c'est vraiment d'imposer des sanctions qui n'ont jamais été imposées auparavant. Et là, on s'attaque aux élites politiques et économiques qui bénéficient de la violence qui est imposée par les gangs dans les rues de Haïti. Et donc, on travaille avec les Américains pour qu'ils imposent encore plus de sanctions. On travaille aussi avec les Européens pour que ça soit le cas. Et ce que je vous dirais également, c'est que notre objectif est de soutenir la sécurité en Haïti et que les objectifs de sécurité soient, atteints par les Haïtiens et pour les Haïtiens. Donc, c'est ce qu'on fait présentement. Un mot en terminant sur l'Iran. Les manifestations anti-régime continuent de plus belle, on sait. Ça dure depuis la mi-septembre. Le régime, mais vraiment, terrorise la population sur place, notamment avec des exécutions publiques. Le Canada a imposé des nouvelles sanctions la semaine dernière. Est-ce que vous prévoyez en faire plus en Iran? Oui, on va imposer d'autres sanctions. Bonne nouvelle aujourd'hui, je vous dirais. On était capable de travailler très fort. On était vraiment les rédacteurs derrière la résolution qui est passée aux Nations unies visant à expulser l'Iran de la Commission des droits de la femme aux Nations unies. Et on a été capable d'aller chercher le soutien des États. Alors, bonne nouvelle, l'Iran a été expulsé de cette commission importante-là. Et donc, on va continuer aussi à travailler avec d'autres pays, justement, pour soutenir les femmes courageuses qui se battent pour leurs droits en Iran et s'assurer aussi qu'il y ait une imputabilité, donc il y a une responsabilité de la part de ceux et celles qui violent les droits de la personne, particulièrement les droits des femmes. Je m'excuse, Esther, c'est une journée très... il y a beaucoup de oui, on entend joie. derrière. Il y a beaucoup de joie de vivre parce que c'est la dernière journée. Je pense qu'on est en train de finaliser la session parlementaire aujourd'hui et je comprends que le vote est en train de se dérouler. Alors, on va vous laisser aller parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Ça fait le tour de toute façon des dossiers qu'on avait à discuter avec vous. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, merci et joyeuses fêtes à vous. Merci. Joyeuses fêtes à vous. Au revoir. Au revoir.